Patrick Beignet vous présente La Seine, page arrachée à une pièce retrouvée de Raymond Roussel. Cette troisième et dernière partie a été enregistrée le 17 juillet dernier dans le cadre du Festival d'Avignon, dans les jardins de la chapelle Sainte-Claire. De l'extraordinaire ensemble de manuscrits inédits de Raymond Roussel, découverts en 1989 dans un garde-meuble, nous avons choisi pour ces 3 séances de lecture la gigantesque pièce de 7000 alexandrins qui s'appelle La Seine. À défaut de pouvoir l'entendre en entier, il faudra plus de 6 heures, nous avons choisi donc un ensemble d'extraits et aujourd'hui il s'agira du 3e acte. On y retrouve les héros de la pièce, Raoul et Jeanne, un couple d'amoureux, qui, un dimanche, en fin d'après-midi, au bois de Boulogne, se trouvent noyés dans la foule des promeneurs. On pourrait dire que c'est une sorte d'exercice de vaste polyphonie qu'entreprend Roussel. Tout au long de l'acte, nous allons entendre Raoul et Jeanne se redire leur amour, le matérialiser en laissant en témoignage leurs initiales gravées au couteau sur le tronc d'un arbre. Tout autour d'eux, les promeneurs dominicaux, qui sont principalement des familles avec de nombreux enfants, parfois très turbulents, qui se font réprimander. Tout ça donne lieu à quantité de petites scènes. Puis, la nuit venant, la population du bois va changer, on va apparaître des gamins insolents, des voyous, des ivrognes. Il y a donc une grande variété dans ce tableau de la vie parisienne. Il s'agit donc de dizaines de personnages qui se succèdent, les uns traversant la Seine sans s'attarder, d'autres au contraire se lançant dans de longs récits, souvent horrifiants ou fantastiques. Raoul en particulier, vous le verrez, tente d'effrayer Jeanne par un conte véritablement sadique. Autour de Raoul et Jeanne, 5 comédiens sont ici ce soir chargés de ces dizaines de rôles. Ils vont donc, sans prévenir, se transformer sans cesse. Je lirai certaines indications scéniques, mais pas toutes. Nous avons choisi quelques indications pittoresques ou spécialement utiles, mais ça peut créer pour vous une sorte de léger déséquilibre, parce qu'on nommera certains personnages et pas d'autres. Ces pages arrachées à la Seine de Raymond Roussel seront interprétées par Jean-Paul Tribou, Raoul, Claire Mirande, Jeanne, et Françoise de Georges, Pierre Forest, Marie-France Ganzer, Cyril Montana et Michel Valmer. 3e acte, une avenue au bois de Boulogne. Au premier plan, un large trottoir. Au fond, une petite allée de piétons parallèle au trottoir. Entre le trottoir et l'allée, du gazon. Sur le trottoir, un banc. Sauf Raoul et Jeanne, tous les personnages ne font que traverser la Seine dans l'un ou l'autre sens, tantôt sur le trottoir, tantôt sur la petite allée du fond. Arrêtons-nous un peu, veux-tu, là, sur ce banc? Oui. Comme c'est joli là-bas, ce reflet blanc. La lune est si brillante et claire. On dirait presque un rayon de soleil. On se sent romanesque, n'est-ce pas, quand il fait beau comme ça, le soir. Ah, nous avons vraiment bien fait de nous asseoir. Il a fait tellement chaud toute la journée. Je sais que tu n'es pas encore assez tourné vers nous. Rapproche-toi. Là. Comme ça, c'est mieux. Au moins, je pourrais bien regarder dans tes yeux. C'est partout plein de monde, vois-tu? Madame, un dimanche et par cette chaleur, tout le bois de Boulogne est envahi. Jeanne, regardant la boutonnière de Raoul. Ta fleur est toujours très jolie. Elle est encore fraîche. C'est égal, elle a l'air tout de même un peu sèche. Tiens, ce pétale-là se met tout en rouleau. En rentrant, il faudra la mettre autour de l'eau. Mon cher, de grands yeux verts et des dents blanches, blanches, et la taille très longue, avec très peu de hanches, et souple, tu comprends? De la ligne. Matin. Et quand as-tu suivi? Hier matin, je connais sa maison, c'est déjà quelque chose. On s'introduit d'abord chez le concierge, on cause. Alors explique-moi, pourquoi c'est de l'azur tout le temps qu'il fait jour? C'est le soleil. C'est sûr tout ce que tu dis là? C'est certain. On calcule la distance de chaque étoile. Au crépuscule, le soir, comment peut-il encore faire clair? Le soleil est déjà couché pourtant. C'est l'air simplement qui fait ça. C'est incompréhensible. Tous ces astres, toujours,
Pas à la cible, voyons. Si, je te dis, à la cible. Et le tir est très long cependant. Je ne vais pas mentir pour ça, tu penses bien. Mais à la carabine, en somme, ça n'est pas si fort que ça. Débine, va, je m'en moque. Dis tout ce que tu voudras. Mais par exemple, un jour, tu m'entends? Tu viendras au tir. Et nous ferons plusieurs cartons ensemble. Nous verrons qui sera le plus fort. Il me semble partout où nous allons que rien n'était ainsi quand j'y venais sans toi, seul ou non. Même ici, tout change. Je ne peux pas croire qu'il existe du monde se plaignant, ou que quelqu'un résiste à l'amour, au bonheur, au charme d'être heureux. A-t-on pu séparer deux êtres amoureux quelquefois? Est-ce vrai? Je ne peux pas l'admettre. C'est qu'ils ne s'aimaient pas comme nous. Dans ta lettre, tu m'expliques, ne dis rien à cause d'Henri. Je te la montrerai, j'en suis sûr. Non, chérie, je te l'ai dit pour Paul. D'ailleurs, j'en suis certaine, puisqu'Henri ne revient que dans une huitaine. Ils ont l'air de bien s'aimer aussi. Leur bonheur ne doit pas pourtant valoir le nôtre. Ah non. Ils ne sont pas bien vieux ni l'un ni l'autre, à peine 40 ans ensemble, je suis sûr. Tiens, on les voit toujours près du torrent obscur. Ils regardent. Ils sont bien seuls. Il est tout blême, lui, sous ce grand rayon de lune. Ah, comme il l'aime. Il l'embrasse, regarde. Oh, fort. Faisons comme nous. Raoul, je t'aime. Jeanne. Ils s'embrassent longuement. Un tout jeune gommeux qu'on rencontre partout toujours avec des formes grotesques de chapeaux, des cravates énormes, blond, mince, plutôt grand mais si, vous savez bien. Je ne me souviens pas, non? Ça ne me dit rien. Et je vous disais donc que l'autre jour, son père, qui lui ne savait rien du tout, m'a dit « J'espère que tout ça va rester dans l'état actuel encore quelque temps pour Armand. » Le duel avait lieu quelques jours après. Dans 3 semaines, quand il fera trop chaud, il faut que tu m'emmènes. Où cela? N'importe où. Mais plutôt un peu loin, nous verrons. Il faudrait trouver un petit coin à la mer. Nous nous promènerons et nous prendrons des bains. Nous irons nous asseoir pour voir les gros bambins faire des forts pendant l'après-midi. Chérie. Puis, quand je me serai tout à fait aguerrie à regarder la mer, nous irons en bateau. J'aurai joliment peur. Tu n'as pas ton couteau? Si, pourquoi ça? Vois-tu là, cette grosse lettre sur l'arbre? Et ces deux-là plus bas. Nous pourrions mettre chacun notre première initiale en croix. Un R avec un J le traversant. Ça sera difficile de faire tout bien net avec cet ustensile surtout. Car il est vieux comme je ne sais quoi, mon couteau. Quel endroit choisissons-nous? C'est moi qui fais l'air. Tu feras le J, toi, tout à l'heure. Il ne faut plus pleurer, Clémentine. Je pleure, que veux-tu, mais au fond cela me fait du bien. À Raoul et à Jeanne. Ah, vous êtes heureux, vous deux. Vous n'avez rien qui vous sépare. Nous, il n'en est pas de même, allez. Dire pourtant que je l'aime, qu'il m'aime, et qu'il est obligé de s'en aller de mal pour si longtemps. Méchant. Je n'aurai plus ta main à prendre comme ça. Qu'est-ce que je vais faire toute seule sans toi? Tu sais que je préfère mourir là, tout de suite, ici. Je reviendrai. Clémentine, il ne faut plus pleurer. Pauvre André. Pensez que cette nuit sera notre dernière. André. Mais vous n'avez donc aucune manière de vous revoir? Aucune. Il s'en va bien trop loin. C'est impossible. Non. Nous n'avons pas besoin d'y songer. Je vous plains de tout mon cœur. Courage, courage. Nous pourrons nous écrire. Ils s'éloignent tous deux. Raoul montrant l'arbre. Un ouvrage. Il faut creuser un trait assez large, sans plein ni délié, partout pour vous. Comme je les plains. Si nous devions aussi, nous deux, pour une cause quelconque, nous quitter? Ne dis pas une chose pareille, tu me fais trop peur. Comment veux-tu que nous nous séparions jamais? Jeanne essayant le couteau sur son doigt. Oh, c'est pointu. Ça va très bien marcher. Tiens, j'ai juste la lune en plein pour m'éclairer là. Sait-on jamais ce qu'elle veut, celle-là? Viens, Gaston, viens donc. Il faut toujours que tu sois une lieue derrière nous, voyons. Avec ta robe bleue, ton corps se fait valoir très bien, mais celle-ci te va mieux comme forme et comme ton. Voici un jambage fini. C'est beau d'être modeste, mais il est joliment bien fait. Oui, mais le reste... Voilà le difficile à présent, car il faut que ça courbe. Je vais commencer par le haut. On entend une chanson braillée par plusieurs voix. Puis, 3 voyous débouchent dans l'allée. Tu ferais beaucoup mieux, toi, de fermer ta boîte. Tu chantes faux. Aïe, oh! Oh, le voilà qui boite. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? C'est la 2e fois que tu me marches sur les pieds. On se fâche tout rouge alors? Tant pis. Allons, monsieur ne pourra plus danser dans les salons le quadrille et la valse. Tâche d'être poli, dis donc.
Mal élevé. Mais il est si joli. Les femmes l'aimeront comme avant tout de même. Quoique boiteux. Viens donc, c'est le meilleur système de marché. Repartons. Oh mon Dieu, l'animal. Je ne suis pas douillet, mais ce qui m'a fait mal. Essaye, marche un peu, remue, il faut t'y mettre. Tu n'y penseras plus, va dans 1 kilomètre. Sapristi que c'est faux. Du reste, ils m'avaient l'air plutôt gris tous les trois. Voilà, j'ai fini l'air. Fais le J maintenant, à ton tour. Tiens, Elle lui donne le couteau. Le manche est encore tout chaud de ta main. Le dimanche, nous allons dans l'après-midi le plus souvent voir ma petite fille un instant au couvent. Aujourd'hui, j'ai mené mes fils en matinée au Coq. C'est une pièce assez bien machinée, un grand spectacle, avec quantité d'enchanteurs et de sorcières. Mais nous avions 2 chanteurs pas mauvais. Un ténor surtout, dont le physique est assez théâtral. Et tout est en musique? Non, mais à chaque instant, c'est tantôt un couplet, tantôt un chœur, ou bien des duos. D'autres personnages passent. Un complet blanc à petits carreaux marron clair, en flanelle, très mince, avec un grand nez de polichinelle et des dents comme ça, venant en avant. Oui, c'est ça, 2 grandes dents. C'était sûrement lui. Raoul regardant les 2 lettres sur l'arbre. Voilà. Ça me paraît très réussi, regarde. il manque quelque chose encore. Attends, Elle lui prend le couteau. Regarde. il faut mettre aux 2 bouts du J 2 petits traits en travers. Un gamin dans l'allée. Voulez-vous acheter vos portraits? Messieurs, ça n'est pas cher du tout, 25 centimes. Ou bien un groupe avec tous vos amis intimes? Il leur montre des silhouettes représentant des ânes, des singes, etc. Veux-tu bien te sauver? Attends donc voir un peu que je t'attrape, toi, hein? Le gamin se sauve en faisant un pied de nez. Gandio reprend sa route avec son fils habillé en collégien. S'il vous plaît, du feu, monsieur. Merci. De rien. Non, moi c'est le contraire, je ne suis pas ami du tout avec mon frère. Là, vois-tu maintenant, il ne manque plus rien. C'est très net, n'est-ce pas? On distingue très bien l'air et le J. C'est vrai, ça, qu'elles sont très belles, nos 2 lettres. Comment est-ce que tu t'appelles? Devine un peu. Voyons. Berthe? Non, Marthe? non. Raoul regardant le soldat et la fille assis sur le banc. La place est prise. Par quelle lettre ton nom commence-t-il? Oh, c'est trop facile. Louise. Non, ça commence par un H. C'est Héloïse. Héloïse. C'est très joli, ça. Mais le tien, il faut que je devine. Attends voir. Sébastien? Alfred? Oui. Alcide? Jean? Paul? Anatole? Pierre? Oui, Pierre, justement. C'est drôle. Ta paupière a battu quand j'ai dit Pierre. Oh, sûr. Ça surprend qu'on devine, parbleu. Tu me parais moins grand, beaucoup moins grand, assis que debout. Est-ce drôle? Je croyais pourtant bien ne t'aller qu'à l'épaule. Tes jambes doivent être énormes. Tes genoux, en effet, sont très hauts. Du reste, levons-nous pour voir. Oui. Maintenant, on dirait que nos têtes ont changé de niveau. Dans le monde où vous êtes, vous savez, mon cher, c'est tout à fait différent. Voilà, la place est libre. Eh bien, on la reprend. Je vous aime beaucoup. Comme vous êtes belle. Oh, toujours s'empêtrer de cette ribambelle. Voulez-vous bien rester près de nous à la fin? Qu'est-ce qu'ils mangent là? Tu n'as pourtant pas faim à cette heure-ci. Mais ça, c'est une honnête puisqu'elles sont à moi, tu me l'as dit. Tu viens de tomber, toi. Regarde tes genoux. Oui, je viens de tomber. En courant après nous! Vous ne pouvez donc pas ne pas être insipide un seul instant. Ils sont tous les 3 plus stupides que jamais, constamment grondés. C'est énervant, je vous assure. Allons, passez, marchez devant, ne restez plus jamais derrière. On vous voit, n'est-ce pas? Il fait bon. Je t'aime. Quelle joie continuelle, pleine, ardente. C'est trop beau. Ça devait être tôt ou tard. Il a bobo à son petit mollet, mais ce n'est pas bien grave. Il ne pleurera plus, c'est un homme. Il est brave. Un grand homme. Tenez comme il est courageux. Il ne faut plus jouer à tous ces vilains jeux. Quand on aime, on ne peut s'imaginer qu'il reste des gens qui souffrent dans l'univers entier. Peste. Vous êtes bonne, vous. Qu'est-ce que nous ferions dans cette boîte-là des 2 brimborions que voilà? Nous n'allons pas avec eux, je pense. Ça les amusera beaucoup pour récompense de ce qu'ils ont été sages. Qu'en dites-vous, les petits? Allons-y. Allons vite. Ils sont fous, quand ça devrait dormir déjà comme des pioches. Vous n'êtes pas honteux, espèce de mioche? Oh, Sidi, allons-y. Toi, veux-tu bien te taire? Attends un peu, je vais te remettre par terre. Oh, je t'en prie, oh non, ne me mets pas en bas. Je suis si Mais fatiguée. ne m'étouffe pas, au moins. Je t'aime tant. Rien ne me fait envie que toi, Raoul. Pensez que toute notre vie et chaque jour, nous nous aimerons comme ça. Et depuis bien longtemps, nous aurions pu déjà nous rencontrer, nous voir.
Peut-être es-tu passé quelquefois près de moi sans qu'aucune pensée s'éveille en nous. Oh non. Si nous nous étions vus, nous aurions tous les deux un souvenir confus, vague. Mais quelque chose enfin, sûrement. Dire que j'ai d'abord voulu te résister, te maudire, te chasser. Quelle horreur si j'avais réussi à me vaincre moi-même. En y pensant ainsi, je suis heureux d'avoir manqué de ce courage. Qu'est-ce qu'a dû penser pourtant ton entourage? Voilà qui m'est égal, et ceux qu'on dit rien, là c'est la même chose. En sommes-nous moins bien pour ça? Morte. Elle est morte. Elle est morte, et bien morte. Je crois bien qu'elle est morte. Elle avait l'air si forte, cependant. Justement, c'est de cette grosseur qu'elle est morte. De même au reste que sa sœur. Elle avait une sœur. Elle En avait une vieille fille. Elle a dû laisser de la fortune. Elle ou sa sœur? Non, elle. Elle, oh, ça je le crois. Combien sont-ils d'enfants? 2, n'est-ce pas? Non, 3. Vous connaissez Madame Adelin, leur cousine? 2 marmitons passent dans l'allée. Dire qu'il va falloir rentrer à la cuisine. Bon sang, il fait déjà bien assez chaud dehors. Moi, j'ai toujours plus frais, c'est égal quand je sors. On adhère au moins. Je crois bien. Hé, les garces! Venez. Non, pas le temps, nous, de faire des farces maintenant. Ce sera donc pour un autre jour. Bien sûr, on s'y connaît tous les deux en amour. Au revoir. À bientôt. Jérôme, collégien de 17 ans, racontant un conte de fées. Et dans cette chaumière, le prince vit briller la petite lumière verte qu'il reconnut. C'était l'ogre. Mais non, c'était le nain. Voyons, je ne sais plus son nom. Celui qui s'est changé déjà 2 fois en crabe pour ne pas être pris et tué par l'arabe. Oui, je sais, attendons. Ça commence par R. Rubizor. Oui, c'est ça. Donc, sans en avoir l'air, Rubizor entendit bientôt venir le prince. Les fantômes, soudain, sortent tous du placard. Quelle heure est-il? Il est 10h moins un quart, ou plus exactement, moins 16 même. Montre, donne un peu. J'aime tant à te toucher ta montre quand elle est comme ça, toute chaude de toi. Chat. Venez donc vous asseoir un peu, Marthe. Oh non, merci bien. Moi, je sens toute ma tarte encore là. Tenez, là, ça ne passe pas. J'en ai trop pris. Il faut allonger le compas. C'est la dernière fois, vous savez, la dernière que je danse avec vous. Mais de quelle manière vous m'avez fait tourner, j'en avais mal au cœur. Mais non. En route, allons. Si nous chantions un chœur, frère Jacques, voyons, tout le monde le sait. Moi, je le sais très bien tout entier, en fausset ou dans le grave. Il faut le chanter en romance, en nuançant beaucoup. Oui. C'est moi qui commence. À chacun de trouver son tour, débrouillez-vous. Écoutez, nous allons tous avoir l'air de fous. Frère Jacques, Vite, lisez, pendant qu'on ne voit plus personne. Raoul. Voyez-vous ça, petite polissonne? On se dit, comme elle est sage, elle se tait. Pendant ce temps, on vole un mouchoir. Il était déjà sorti de ça, regarde, de ta poche. Alors j'ai tout tiré. La vilaine caboche, on complote déjà toutes sortes de tours à sa façon. C'est du joli. Voilà 9 jours que nous n'avons été nulle part. Il me semble que lorsque nous avons dansé si tard ensemble, c'était pourtant moins loin que ça. Non. À Bullier? C'est l'autre samedi, sûr. Ah, c'est singulier, je n'aurais pas cru ça si loin. Tourmilly, regardant un rébus. Oh, je le trouverai. C'est bien en clé de sol. Par conséquent, un si sur la 3e ligne. Voyez? Parce que moi, j'ai beau faire, je cligne, mais je distingue mal. C'est tout à fait ainsi. Avant, pour, au milieu, c'est l'un. Ça fait un si. Mais après, sapristi, qu'est-ce que cette espèce de machine en longueur? On dirait une pièce d'étoffe. Un si, coupon. Encore le rébus. Mais vous chercherez ça, voyons, en omnibus. Pourquoi ces 2 chameaux ensuite que l'on tire? Ainsi, coupon, chameau. Cela ne veut rien dire. Oh, que c'est énervant. Dieu, que c'est énervant. Par-dessus ce monsieur qui souffle, c'est le vent. Oh non, mais vous faites vraiment, vous, 2 drôles de types. Dépêchez-vous un peu, vous ferez les Oedipe une autre fois. Vous nous retardez. Pour 10 sous, on a 5 sucres d'orge. Et tout ça tient dessous, la phrase doit finir par souvent. C'est facile, ça. Mais tout à la fin, quel est cet ustensile? Une pelle? Je crois que c'est une cuillère. Et croiriez-vous qu'il cherche ainsi depuis hier? C'est moi qui donnerai tout de suite ma langue au chien. Et ce petit bonhomme, il les harangue. Qu'est-ce qu'il fait? Ta main. Donne-la-moi ta main.
Nous nous sommes trompés sûrement de chemin. Qu'est-ce que je disais seulement? On m'écoute toujours 1 heure après. Combien de temps nous coûte cette navrante erreur? Combien, je ne sais pas. Tant pis, que voulez-vous? Il faut presser le pas. Si l'on m'écoutait mieux, pourtant... Tu nous assommes, toi, tout le monde peut se tromper. À 3 hommes, franchement, vous pourriez vous reconnaître au moins vous. Il a tout de suite envoyé ses témoins. L'autre n'a pas trouvé, n'a-t-on dit, que la cause suffisait. Nous allons avaler quelque chose en rentrant? Oui, mais quoi? J'ai des nouveaux biscuits pour boire en même temps. Tu vas voir, c'est exquis. Édouard, montrant son ballon. Comment appelles-tu ça? C'est de la baudruche. Laisse tout s'envoler. Oh, ma chère, une cruche. Tu n'imagines pas. Bête. Je m'étranglais à crier après elle, et parlant mal anglais, du reste absolument comme une cuisinière parle français. Ah, c'est bien elle, la dernière bonne anglaise que j'ai. Ça donne trop d'ennui. Merci. Souvent, elle a des très mauvaises nuits. Pas s'endormir du tout, mais elle fait un somme. Puis elle se réveille, ainsi de suite. En somme, elle va plutôt mieux, ouais. C'est bien certain. Il est franchement temps. C'est en pleine engadine qu'il est? Mais oui, toujours avec cette gredine de femme. Prenons-nous autrement. Mets ton bras par ici, moi le mien à ton cou. Tu pourras mieux appuyer ta tête ici sur mon épaule. Ah, on est bien comme ça, dit. On est bien. C'est drôle, je m'aime mieux autrement. Alors remettons-nous comme avant. Je voudrais m'asseoir sur tes genoux. Ici. Non, ce n'est pas possible. Faut attendre. En rentrant, on pourra s'en donner d'être tendre à son aise. Regarde, une bête à bon Dieu. Elle s'envole. Ah, bien. Tu nous dis vite adieu. Elle doit être ici. Tiens, la voilà qui bouge là sur ta jupe. Bien. Elle est d'un très beau rouge. Regarde donc, on voit encore un peu sortir ses ailes par-dessus. Tu ne veux plus partir? Maintenant, non? On est donc si bien sur mon ongle. Allons bon, j'ai perdu le couvercle de ma boîte à pinceau. Malheur. Le maladroit. Où ça l'as-tu perdu? Ce doit être à l'endroit où je me suis assis qu'il est tombé. C'est drôle que tu ne t'en sois pas aperçu. C'est un rôle tuant d'un bout à l'autre, moi qui l'ai joué. Je ne suis pas surpris, non, qu'il ait échoué. Surtout qu'il a plutôt, lui, la note comique. Oui, tenez. Il était très bon comme mimique dans ce mauvais mélo. Mais il n'est pas tombé de pinceau. Non, ne marchez pas si vite. On ne peut pas vous suivre. Tout le monde n'a pas votre âge, pensez-y un peu. Du reste, Alfred est déjà cramoisi. Mais nous ne marchons pas si vite. Pas si vite. Vous êtes bons, vous deux. Je comprends qu'on profite du beau temps, comme ça, le soir, pour faire un tour. Mais à laisser rater, non? Cette grosse tour qui ne peut pas marcher. Propose-lui de faire son portrait. Oh, ce serait trop large. Je préfère mon paysage au bord du lac et mon sapin au premier plan. C'est bien la tête d'un rapin. Le fait est que c'est très réussi comme tête avec la barbe. Il faut être joliment bête pour passer tout son temps ainsi chez son friseur, et sans les dire encore. Faut être poseur, c'est là le principal. Il doit faire sa raie à l'aide de miroirs très compliqués. La craie marque infiniment plus toujours sur le tableau quand on a bien passé l'éponge avec de l'eau. Les chiffres sont plus clairs, les figures plus nettes aussi. Tu ne pourrais pas voir sans tes lunettes dans la classe? Au tableau? Même en étant assis au premier rang? Non, ça ferait un ramassis de choses blanches sans contour d'aucune forme. Vous verrez que Gaston va devenir énorme. Il dépassera Jean. Il a beaucoup grandi cet hiver. Il s'est très élancé. Le jeudi, je fais rien de rien. Si, moi je fais mon thème latin pour m'avancer. Moi, rien du tout. Je t'aime. Tu ne le savais pas? Même en ne disant rien, comme on se parle avec les yeux. Deux gamins font une farce à un gros homme qui passe dans l'allée avec sa famille. Attends, vaut rien, que j'arrive un peu, moi, de tirer les oreilles. Avez-vous jamais vu des histoires pareilles? Un peu plus et j'allais tomber. Turlututu, Ne fais pas le malin, tu sais, chapeau pointu, ou je te fais coffrer, et vite. on me coffre. Non, il est épatant. Entends-tu ce qu'il m'offre? Essaye donc de nous attraper. Nous verrons un peu pendant combien de temps nous te ferons courir. Mauvais plaisant, en voilà de la graine de malfaiteur. Je ne vois dépasser qu'un bout de ta bottine, c'est trop peu. Je voudrais voir ton pied, tout entier. Je l'aime tant. Voilà. Regarde, un bon rentier qui vient tranquillement, les deux mains dans ses poches pour montrer son gilet blanc. Il a tous ses proches marchant auprès de lui. Sa grosse chaîne d'or scintille sur son ventre. Un fidèle médor ou turc l'essuie et saute en remuant la queue. C'est un homme content, sa vie est rose et bleue.
Je ne crois pas qu'il songe à trancher net le fil de ses jours avec un poignard. Existe-t-il des gens malheureux? Non, je ne peux pas le croire. Je ne le crois pas. Outre la balançoire, nous avions un trapèze et 2 anneaux de fer. Jamais tu ne pourras t'imaginer, mon cher, tout ce que nous faisions en fait de tour de force. La tête, les genoux, les mains, les pieds, le torse, tout ça se disloquait dans tous les sens. Ma foi, je suis d'avis qu'il faut faire un petit envoi à cette pauvre femme à propos de ta fête. Une pièce d'étoffe afin qu'elle se vête proprement. Elle sait coudre autant bien que mal. Elle est à droite. En y... Calmé par de douces paroles. Pourquoi donc? Voir aller votre Guillaume. C'était un séraphin, un ange du royaume des cieux. Je veux tâcher de te faire grand peur en te racontant soit l'histoire d'un vapeur qui se cogne soudain sur des récifs qui longent au milieu d'une nuit orageuse et qui plonge au cri des passagers qui maudissent la mer, soit un beau drame avec un poison bien amer que boirait un vieillard aussi riche que bête. Pourquoi donc? Je voudrais que tu caches ta tête contre moi, comme par besoin de secours, en te croyant toi-même au fond de noirs séjours remplis de revenants, ou bien dans la tourelle d'une église dont la cloche surnaturelle sonnerait tout seul, animant un sabbat de curé levant la jambe jusqu'au rabat. J'aimerais te calmer par de douces paroles, après t'avoir troublé au bruit des casseroles dont se serviraient les sorcières pour tambour, en miaulant des airs de musique à rebours, dénaturant ainsi la plus belle romance. Eh bien, verse l'horreur dans mon âme. Commence. Je t'écoute. Il était une fois un manoir. Il faisait noir. Une fille était seule au milieu des armures des anciens châteaux. Tout à coup, des murmures de voix se font entendre en bas dans les sous-sols. La fille écoute et tremble. Elle sent que son col est mouillé de sueur. Alors, épouvantée, sachant depuis longtemps la demeure hantée, elle ferme partout les portes en dedans.
Puis elle attend les poings serrés, claquant des dents. Le vent souffle dehors et le bruit des voix couvre son long mugissement. Mais une trappe s'ouvre dans un coin du plancher. Un grand fantôme blanc sort. Il a son linceul plein de taches de sang. De la main, il fait signe à d'autres de le suivre. En bas, une musique où domine le cuivre entonne un air de mort, lugubre, plein et sourd. Bientôt, dans l'escalier de la trappe, un pas lourd résonne lentement. Et la fille, plus pâle que jamais, son cœur bat, son haleine est un râle entrecoupé. Plusieurs fantômes sont déjà dispersés dans la salle. Un terrible raja paraît, avec beaucoup d'armes à la ceinture. Le pas pesant, c'était le sien. Une peinture voyante accentuant ses traits et les rend hardis. Il s'écrie en français: Ô fils abattardé, qu'avez-vous fait du nom fameux de votre race? Au lieu de satisfaire un appétit vorace pour les richesses, pour les ors, pour les honneurs, imitez vos aïeux plutôt, ces grands donneurs de coups d'épée. Ayez du goût pour les carnages, pour les fleuves rougis par les sangs où surnage le corps d'un ennemi tué de votre main. Vous voyez cette femme? Eh bien, jusqu'à demain, je vous permets de lui faire subir la pire des tortures. Prenez garde qu'elle n'expire qu'au jour, que sa douleur soit longue et sans arrêt. Ayant ainsi parlé, le raja disparaît dans la trappe. Un fantôme avance vers la fille, puis un autre, chacun lui prend une cheville, un troisième s'approche et la prend par le dos. Leurs mains sont dures, non pas de chair, que des os. Ils meurtrissent. Tous trois lèvent comme une plume ce fardeau. Deux gamins passent, l'un portant l'autre sur son dos. Le raja revient, un gros volume sous le bras. C'est un in-folio tout en cuir vieux rose au dessin d'or. La fille voudrait fuir, mais tout mouvement qu'elle fait, on la serre plus fort. Le raja dit que les textes sincères de la tradition soient notre essai les lois. Les articles sacrés vont trouver leur emploi. Mais pour savoir l'arrêt des morts, dicté par l'ire céleste, c'est guidé par des dieux qu'il faut lire. Je fermerai les yeux et montrerai du doigt les lignes contenant la sentence qu'on doit exécuter. Il ouvre au hasard, à la page 400, faisant voir à tout l'aéropage que ses yeux sont fermés. Il touche avec l'index quelques mots en latin, avec pour titre Lex. Il ouvre gravement, très grandes les paupières et traduit. On lui jette un grand nombre de pierres jusqu'à la froide des morts. Un boiteux passe. Par des sauts convulsifs, des cris perçants et des mouvements répulsifs, la fille frémissante exprime en vain sa rage. Le raja la regarde et referme l'ouvrage. Un pas résonne encore au-dessous. Un gros nain sort de la trappe avec un panier dans la main, plein de pierres qui sont rugueuses, dont les pointes transpercent jusqu'au sang. Le raja, les mains jointes, adresse une prière à de faux dieux hindous. Le gros nain, admirant la fille d'un air doux et mielleux, lui montre un intérêt hypocrite et dit « Ta destinée, hélas, était écrite sur un des livres d'or reliés en rubis, sur les pages duquel les mots qu'on a subis ou que l'on doit subir sont tracés sans mystère pour nous autres, les grands initiés de la terre. Ton heure vient, tu vas souffrir, et je te plains. » À ces mots, il se tord de rire, les yeux pleins d'ironie et la bouche ouverte toute grande. La fille dit tout bas, « Infâme, qu'on te rende le mal que tu me fais. » En étant sur le sol la malheureuse, un air ancien de danse en sol mineur, commençant basse, c'est comme une gavotte fantastique. La fille est croyante et dévote. Elle prie ardemment du fin fond de son cœur, sans entendre les fous rires d'une âme au cœur qui se promène au fond, se tenant les côtes, marchant sur les talons, les pointes des pieds hautes. La musique est toujours aussi rythmée en bas, comme si des marquises et des ducs enfin bas voulaient faire danser les princesses en poudre. La rafale redouble. Il pleut.
Un coup de foudre ébranle le plafond, le plancher et les murs. Dans le parc, au milieu des éclairs, les fruits mûrs ont dû tomber dans des flaques. Un groupe passe. Le nain obèse s'approche à pas de loup de la fille et lui baise la main. Mais il la serre ensuite et lui fait mal. En même temps, il lâche un étrange animal, une sorte de chien cornu rempli de bave. La condamnée essaye encore d'être brave afin de mériter le ciel avant sa mort. Mais le chien monstrueux se précipite et mord la chair en un endroit. Sur un geste rapide du Raja, chacun court au panier. On lapide l'infortuné, et par un miracle, le chien reste et n'est pas atteint. En bon musicien, le chef d'orchestre en bas fait faire les reprises de l'air vieilli. La fille en priant dit « Tu brises mes jours, Seigneur, avant que je puisse savoir ce qu'est la vie. À l'âge où l'on commence à voir, à comprendre, au moment où la flamme divine de l'amour se révèle à nous et se devine. Je me soumets, je crois en toi, je veux mourir en te glorifiant. » Un vieillard passe. « C'est assez discourir, clame le nain. Je vais arrêter tes prières à ma façon. » Il jette à tour de bras des pierres sur la bouche de la patiente. La peau se détache, et déjà le profil, assez beau tout à l'heure, n'a plus de ligne ni de forme. Le sang coulant à flot fait une flaque énorme à laquelle, pendant un moment, le chien boit. Mais l'affreux nain le siffle et d'un signe du doigt lui rappelle sa tâche immonde. Le chien jappe et saute à nouveau vers sa proie. Il échappe toujours au coup sans être effleuré. Les cailloux, bientôt, vont se trouver épuisés. Deux voyous délabrés en mauvais costume renaissance en montent de nouveau. La fille, par décence, relève les lambeaux de sa robe en drap bleu car le chien la déchire. Elle n'a plus qu'un peu de vie. Assez pourtant pour souffrir la torture. Le nain, distrait, ramasse un chiffon qu'il triture dans ses doigts courts d'enfant, mais, entendant crier la victime, il le jette. Il ouvre un encrier sur la table, il y trempe une plume d'oie très ostensiblement pour que la fille voie ce qu'il fait. Il se met à chercher des calculs de perspective et fait des sortes de reculs avec son corps, prenant pour mesure sa plume pour avoir la grandeur de tel ou tel volume. Il la met devant lui, fermant fort son grand œil narquois, et se renverse au fond de son fauteuil. Il se décide enfin à tracer une ligne sur un vieux parchemin tout jaune, puis il cligne encore le même œil et refait des façons. Il fredonne en suivant la musique « Passons notre vie à chanter, à boire, dans des noces sans trêves et sans fin, les combats et les bosses sont nos distractions, mais les chants et le vin, voilà le vrai plaisir. » Une famille passe. Il regarde, très vain de son talent, l'affreux portrait d'après nature qu'il fait grosso modo. C'est la caricature de la suppliciée, avec un trop long nez, un menton en galoche et des yeux étonnés. Le croquis, une fois en place, il le lui montre, le lui mettant devant la figure tout contre les cils et dit « Tu vois, c'est ton portrait en pied, c'est plus complet et plus beau que quand on s'assied. Reconnais que je suis bon pour toi, que je flatte mon modèle. Pouvoir sur cette feuille plate mettre autant de relief et de rondeur, c'est fort. Et je fais ça sans nul travail, sans nul effort. Du premier coup, mes traits sont à leur place juste, la tête convenant exactement au buste. Jamais je n'ai besoin de faire des essais préparatoires par d'esquisses, car je sais à fond mon métier aussi bien qu'un grand maître de l'école moderne. Ah, quand j'ai senti naître en moi ce colossal génie, une âpre ardeur au travail s'empara de moi, d'humble gardeur de dindon que j'étais. Je devins grand artiste. Et mon pinceau brillant sait rendre l'améthyste, le rubis, le saphir et le soleil levant. Un simple souvenir, vague, me met devant les yeux tout un tableau profond, soit par exemple une cérémonie au fond d'un vaste temple, soit un enfant coiffé d'un chapeau trop petit pour son âge, vêtu de haillons, l'appétit exprimé dans ses yeux ainsi que l'épouvante des coups. Deux femmes passent en se donnant le bras. L'orgueilleux nain continue et se vante sans honte, se donnant pour un des professeurs les plus savants d'après l'avis des connaisseurs. Mais pendant son discours, le jour commence à poindre. La victime, les yeux fermés, n'a plus le moindre tressaillement nerveux et vient de s'assoupir pour toujours en rendant le suprême soupir. Non,
Je ne pourrais pas avoir peur quand tu parles. Pas même de César, de Néron, ni de Charles le Téméraire avec tous ces hommes. J'irai près de toi dans de chauds pays remplis de vrais sauvages, enfonçant les pointes de leurs flèches par cruauté dans les blessures toutes fraîches des prisonniers qu'ils font. Sous tes regards, qui peut me nuire? Une forêt est triste quand il pleut, mais dès que le soleil revient, d'abord timide, puis éclatant, tout change. Et le feuillage humide scintille plein d'eau claire et pure. La gaieté renaît. On se retrouve avec joie en été, on goûte le repos procuré par la pluie, et regardant le ciel s'éclaircir, on s'appuie nonchalamment au tronc d'un arbre vieux et gros. On se croit pendant un instant quelque héros du fond des bois, satyre au pied de bouc, ou faune ricanant. Un ânier en large béret jaune, en ceinture marron, en bas vert, un grand fouet à la main, caressait deux hommes qui louaient à des enfants, ou même à des grandes personnes. Quel conte pourrait donc faire que tu frissonnes si les fantômes blancs en silencieux pas sortant la nuit d'un sous-sol ne t'émeuvent pas? Veux-tu l'assassinat d'une demi-mondaine par un terrible gars qui chanterait dondaine dondon devant son lit? Un crime de journaux en un mot? Ou veux-tu voir au fond des fourneaux d'une vieille sorcière édentée et cousine germaine d'un crapaud les dents dans sa cuisine, le corps d'un enfant blond aux yeux de chérubin, et qui, mis avant son supplice dans un bain tout bleu, persisterait à vivre, à se débattre, bien que déjà coupé complètement en quatre à cause du pouvoir magique du joli liquide, reversé dans un broc d'or poli sans qu'il n'en reste rien au fond de la baignoire, chaque goutte valant des fortunes. La noire figure calcinée, raide du martyr, que ferait-elle enfin trembler? Je veux partir tout de suite avec toi, secourir la détresse du pauvre condamné. La mégère est maîtresse chez elle. Quand on entre, un gros dragon ailé vous regarde longtemps en gardien zélé, et pour continuer sa route, il faut lui plaire. Or, comme il est sorcier, toute pensée est claire pour lui. Rien ne saurait l'accuser, nul discours mensonger, bien ou mal dit, abondant ou court, ne pourrait le fléchir. En outre, un vilain signe, éthique et presque sans plumage, a la consigne de veiller à l'entrée en allongeant le col dans tous les sens. Sitôt qu'on vient, il prend son vol vers le laboratoire affreux de la mégère, et celle-ci lui dit « Viens, ma bête légère et fidèle, viens que je te mette un baiser sur la tête ». Car seul l'oiseau sait apaiser, quoique laid et cruel, l'humeur acariâtre de la vieille. En étant assez opiniâtre, on entre tout de même. On est d'abord vainqueur du féroce dragon dont on perce le cœur. On offre au cygne un bon morceau d'une mangeaille qu'il aime afin de le tuer. Veux-tu que j'aille la première? Pendant que je ferai l'oiseau prisonnier, toi, sous les habits d'un damoiseau, tu te présenteras au dragon comme un jeune néophyte voulant accomplir un long jeûne préparatoire afin qu'on t'initie au pur enseignement de la magie. Et quelque dur, quelque énorme que soit l'épiderme sans plaie du monstre, je prétends que son sang noir délaie au premier coup de ton poignard le poison vert dont tout l'acier aura d'avance été couvert. Un homme passe, son chapeau à la main. À ce moment, le plus périlleux de l'histoire sera fait. Nous pourrons compléter la victoire facilement, en nous promenant sans péril dans les parcs pleins de dieux, regardant leur nombril, tous taillés dans un marbre admirable et sans tache. Nous trouverons bientôt la sorcière à moustache, et lui liant les deux bras, nous l'obligerons à conjurer le sort néfaste. Nous serons tout puissants. Sur un mot qu'elle dira de force, l'enfant se trouvera raccommodé. Le torse sur les jambes, la tête à sa place, et les bras comme il faut. Il viendra gambader, frais et gras, autour de nous, aussi gai qu'il était la veille, et pourra s'amuser à contempler la vieille qui voudra vainement implorer le crapaud, son cousin, qui rira, véritable suppôt de Satan, d'un gros rire infernal, tout son ventre en avant. Bien, si tu veux, partons pour l'enfant en question. Hélas, jamais nous ne pourrons le trouver. On mettra partout de faux perrons magiques devant nos chemins. À notre approche, ils s'évanouiront, ne laissant que la roche abrupte. Chaque fois, nous resterons plus las et plus découragés. Peut-être aussi qu'un glas lointain viendra parfois nous rendre du courage, nous faisant espérer au moins quelques fourrages pour nous coucher la nuit, et de plus un chameau pour franchir le désert.
énivrement idéal du vieux vin nous parvenait parfois sur des notes plus hautes. Pourtant, c'était trop peu pour connaître les fautes du traître, les amours du héros en gaulois et le supplice des vaincus selon les lois du pays. Dans sa barbe, il a l'air du bonhomme Noël. C'est un de ces vieillards tout blancs qu'on nomme Mathusalem en soi-même dès qu'on les voit. Sans elle, il n'ose pas bouger le petit doigt. Elle a le dernier mot dans toutes les querelles. Elle va jusqu'à lui cacher ses chanterelles pour qu'il ne puisse pas jouer du violon sur 3 cordes. Maintenant, je voudrais lire un conte égrillard. Après avoir goûté d'un gros livre sévère, je voudrais un roman, soit L'homme à l'œil de verre, soit La Naine amoureuse, ou Les crèves à la faim. Des intrigues dont nul ne devine à la fin, voilà surtout mon goût. J'aime qu'à chaque feuille, on rencontre un nouveau personnage, qu'on veuille à toute force aller de l'avant, que le sang coule sous les blessés, tous couchés sur le flanc, et qu'on s'embrasse en plein soleil. Fille de la prose trop facile, fille des auteurs à l'eau de rose qui peignent des amours de jeunesse aux cils baissés, fille d'une histoire où pour que tous les fils s'embrouillent quelquefois d'un seul coup, on s'invite à dîner. L'existence humaine, c'est bien vite résumé. Le début, on le passe au berceau. Plus tard, on joue à la tour Pranga, au cerceau. On apprend l'alphabet, le calcul à l'école. On édifie avec un pinceau plat de colle des châteaux en carton avec des escaliers extérieurs mal faits. On a de grands colliers de marron enfilés avec une ficelle. On lance des ballons en courant, on ruisselle de sueur, on s'amuse. On prend de la santé. Ensuite, vient le temps radieux, enchanté des amours. On frémit près d'une tête blonde qu'on caresse en glissant dans un canot sur l'onde, cependant que la lune est belle à l'horizon. Les larmes viennent à leur tour, la trahison se découvre, la mort vous semble presque douce. 2 coups de revolver tirés à bout portant, une arme à chaque main, les 2 balles sortant à la fois, ou plutôt de froide tisane empoisonnée, et la perfide courtisane serait vite oubliée. Il faut prendre sur soi pourtant. On tient à vivre en vertu de la loi de la nature. Enfin, l'oubli vient, plus facile qu'on ne l'aurait cru. La mort nous paraît un asile moins charmant, d'autres yeux nous attirent, marron, bleu ou noir. Et leur grand charme, que nous narrons à notre plus ancien ami, nous fait revivre avec la même force intense qu'irrentive dont nous avions senti l'influence jadis aux premières amours. 2 marins passent. 5 ans passent, puis 10, et petit à petit, s'approche la vieillesse. On ne connaîtra plus les beaux jours de liesse avec l'amant. Froid et lugubre, l'hiver s'est installé. Dans ses voyages, Gulliver l'aurait prise à coup sûr pour une citoyenne de Lilliput, de taille encore assez moyenne. Sans doute, elle pourrait, si son cœur la poussait à l'amour, devenir la femme de Pousset. Prenons pour mot de passe une chanson vulgaire commode à retenir. Babrou s'en va en guerre, par exemple. Tant pis si c'est mal mis en vers. Choisissons en second la culotte à l'envers du bon roi d'Agobert. Entendons-nous. On tronque Malbrou au milieu du premier couplet. Quiconque ne criera pas au bout d'un instant « c'est le roi d'Agobert » aura beau frapper à la paroi, la porte restera fermée. Une assemblée secrète doit d'abord éliminer d'emblée les indiscrets. Ensuite, entre collègues sûrs, on discute à son aise et sans termes obscurs. Ses ailes largement ouvertes, le bel ange tient gracieusement du bout d'une phalange la chaîne tout en or d'un pesant encensoir. Éclairé par un beau soleil d'été le soir, lorsque la fraîcheur vient, c'est un vitrail superbe. Le grand saint, l'auréole au front, marche dans l'herbe. On devine à son air fanatique et pieux qu'il ne doit jamais faire un repas copieux, qu'il occupe sa vie entière à faire maigre, en ne prenant jamais que l'huile et le vinaigre comme assaisonnement. La pièce de 2 sous se trouva, sans qu'on ait rien pu voir, par-dessous la boîte retournée à l'envers, sans couvercle. Les badauds, ébahis, rétrécirent leur cercle afin de constater de visu que la croix qu'on avait faite à 1883 à l'aide d'une lame au bas du côté face de la pièce était là, comme avant. Quoi qu'on fasse, des gens doutent toujours. Le jeune gondolier chantait, je le voyais sourire. Son collier reflétait les rayons de la lune. Venise me semblait n'exister que pour nous deux. Denise trempait distraitement le bout de ses doigts dans l'eau et regardait au loin. Je songeais au tableau qu'aurait fait un grand peintre. Un peu plus tard, sa fuite sera justifiée en tout point par la suite de l'affaire.
Un docteur examinant le cas pourra proclamer sa folie à grand fracas. Cela fait le moyen de lui garder rancune quand on aura prouvé cette grande lacune dans son cerveau. La poudre est saillante, c'est vrai. Et si je me déguise une fois, je suivrai ton conseil. Il faut du Louis XV. Un costume de grande dame ayant un folamour costume pour quelques malheureux et dévoués patours morts en la protégeant. La robe Pompadour déguiserait devant le grand monde sévère le chagrin de la belle en cachant le calvaire gravi par elle. Un peu de fard et de carmin masquerait sa pâleur. M'habiller en gamin m'amuserait aussi. J'aurais une culotte courte, pleine d'accros, des bas en camelote, une veste avec des reprises et des trous, une perruque à gros cheveux frisés et roux, les pieds croisés, la pipe ou le cigare aux lèvres. Si les grenouilles sont moins braves que les lièvres d'après la fable, il est encore plus poltron que les grenouilles. Tout ce que dit son patron le fait trembler autant qu'une feuille de saule pleureur. Le pauvre otage a dû servir à faire un délicat potage ou quelques jus nouveaux, si j'en crois l'appétit de cette reine à l'œil morne qui s'abêtit dans des repas de chair humaine tendre et fraîche. Au contraire, l'otage est éloquent, il prêche l'abstinence et le jeûne avec de beaux éclats de voix. Il fait grand honte à la reine des plats monstrueux qu'on lui sert tout chaud et qu'elle avale. Le Grèce alors se fait sceller une cavale, monte à Califourchon et fuit les lieux témoins de ses crimes. L'otage, en faisant plus ou moins d'adeptes, quitte enfin la barbare contrée. Il demande que la route lui soit montrée et prenant le plus court, il revient sur le champ vers les siens qu'il retrouve endormis dans leur camp. Il ne peut croire à tant de bonheur. Il se tâte, pensant rêver. Rentrons maintenant. J'ai grand hâte de revoir notre chambre. On sera bien chez nous, tous les deux seuls. J'irai me mettre à 2 genoux devant toi, comme hier. Quel bonheur de ne vivre que l'un pour l'autre. À toi, sans cesse, je me livre tout entière, enlaçant tes doigts avec mes doigts. Merci pour les moments si doux que je te dois. Rideau. C'était La Seine, page arrachée à une pièce retrouvée de Raymond Roussel, présentée par Patrick Beignet. Cette troisième et dernière partie était lue par Jean-Paul Tribou dans le rôle de Raoul, Pierre Mirande dans celui de Jeanne, et par Françoise de Georges, Cyril Montana, Pierre Forest, Marie-France Ganzer et Michel Balmer. Cette lecture a été enregistrée le 17 juillet dernier dans les jardins de la chapelle Sainte-Claire à Avignon. Cette émission a été produite en collaboration avec la Bibliothèque nationale de France. Prise de son, Bernard Charon, assisté de Frédéric Joly. Réalisation, Jacques Taroni, assisté de William Duncan. Comme il n'a pas la vie bien nette, le troisième c'est sa lorgnette. Ah, ah, ah oui vraiment, Cadet-Roussel est bon enfant. Ah, ah, ah oui vraiment, Cadet-Roussel est bon enfant. Cadet-Roussel a marié ses 3 filles dans 3 quartiers. Cadet-Roussel a marié ses 3 filles dans 3 quartiers. Les 2 premières sont pas belles, la troisième n'a pas de sourire. Vous écoutez France Culture dans les Deux-Sèvres à Parthenay sur 87.2 MHz.